Space News 52, crash de deux principaux vaisseaux spatiaux tégétiens. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 17 novembre 2024. Il y a 3 semaines, 2 de nos principaux vaisseaux spatiaux en orbite autour de la Terre sont entrés en collision gravement. Heureusement, personne n'a été blessé. J'ai attendu de voir les conséquences d'un tel accident et comment il a évolué avant de le rendre public. J'ai également envisagé s'il était judicieux de publier cela, d'autant plus que c'est embarrassant. L'accident était le résultat de plusieurs choses qui ont mal tourné et en raison de calculs erronés dus à une défaillance d'instrumentation. Manœuvrer de grands et lourds vaisseaux spatiaux à proximité est toujours dangereux, et pour que vous compreniez ce qui s'est passé, je dois décrire comment cela est fait et quelques détails techniques. Comme vous pouvez vous y attendre, tous les vaisseaux spatiaux ont un bouclier énergétique autour d'eux, qui est généré par leur moteur. Ce bouclier les protégerait de tout ce qui s'approche indésirablement d'un vaisseau, y compris un autre vaisseau qui se rapproche trop. Avec leur bouclier activé, 2 vaisseaux entrant en collision ne seraient pas si graves, car ils se repoussent mutuellement comme le feraient 2 aimants, car c'est le même principe, pourtant le fait de les repousser peut également les déplacer suffisamment violemment pour causer des dommages internes à l'un ou l'autre des vaisseaux et à leur équipage. Cela peut être léger ou grave en fonction de la directivité de la collision, de son angle, de sa vitesse et de toutes ces autres variantes. Le simple fait de forcer soudainement un vaisseau qui pèse au moins des centaines de milliers de tonnes, à se déplacer soudainement et de manière non naturelle fait voler et se heurter des objets, des choses et l'équipage, contre des choses à l'intérieur, encore une fois en fonction de la gravité de la collision. Ces scénarios de collision que je viens de décrire se passent avec leur bouclier activé. Imaginez ce qui se passe sans bouclier. Il est assez courant parmi les vaisseaux spatiaux tégétiens qu'ils s'amarrent les uns aux autres, côte à côte, pour communiquer leurs espaces de hangar à travers leurs portes latérales avec un soufflet flexible spécial pour sceller l'union depuis l'espace. De cette façon, leur équipage peut charger et décharger des cargaisons, des fournitures, des pièces de rechange, etc., de manière très efficace, en utilisant des véhicules de chargement à l'intérieur. Par exemple, un chariot élévateur est similaire à ceux sur Terre, mais pas le même. L'amarrage côte à côte de ces vaisseaux est très efficace lorsque 2 vaisseaux doivent travailler ensemble, surtout lorsque l'un d'eux est un vaisseau de maintenance et d'assistance, comme les 2 grands vaisseaux tégétiens, Saska et Sasketch, qui sont presque identiques. Comme lorsque des travaux de maintenance lourds sont effectués sur un vaisseau spatial loin de chez lui et dans l'espace profond, comme c'était le cas avec cet incident malheureux. Pour que 2 vaisseaux s'approchent l'un de l'autre jusqu'au point de contact et s'amarrer l'un à l'autre, ils doivent s'approcher avec leurs harmoniques de bouclier synchronisées. C'est-à-dire que la fréquence de l'énergie produite par leur moteur doit être la même, donc lorsqu'ils s'approchent, les boucliers se mélangeront l'un à l'autre comme un seul. Avec les harmoniques de bouclier synchronisées et à la même fréquence, leurs boucliers se touchent et ne font plus qu'un, donc virtuellement, leur approche et leur amarrage se font sans bouclier du point de vue de la manœuvre et des 2 vaisseaux impliqués. Si les 2 vaisseaux avaient des boucliers à des harmoniques différentes, ils ne pourraient tout simplement pas se toucher et s'amarrer l'un à l'autre, comme je l'ai dit ci-dessus, ils se repousseraient mutuellement comme le feraient 2 aimants. L'incident. Il y a environ 3 semaines, le vaisseau de ravitaillement et de maintenance, Saska 1, était amarré du côté tribord, qui est du côté droit du grand cuirassé tégétien, Alcyone, car Saska 1 avait effectué une longue liste de réparations et de mises à niveau sur elle, qui comprenait le remplacement des capteurs arrière, qui sont connectés à l'ordinateur de navigation de l'Alcyone. À la fin des réparations, l'équipage des 2 grands vaisseaux tégétiens a procédé à désamarrer les vaisseaux l'un de l'autre. Les portes du hangar se sont fermées, les pinces se sont déverrouillées, et les 2 vaisseaux ont commencé à s'éloigner l'un de l'autre pendant leur séparation, comme on pouvait s'y attendre. Le problème a commencé parce que l'Alcyone devait s'éloigner du Saska 1 vers tribord, à droite, mais comme je l'ai dit ci-dessus, le Saska 1 était amarré à tribord, donc l'Alcyone devait d'abord dégager complètement le Saska 1 avant de changer de direction. Alors que les 2 grands vaisseaux spatiaux s'éloignaient lentement l'un de l'autre, le capitaine Goriel de l'Alcyone a commencé à faire descendre son vaisseau, il a plongé pour laisser passer le grand et lourd Saska 1 au-dessus de lui permettant ainsi de déplacer l'Alcyone vers tribord comme il le fallait, une fois que le Saska 1 était dégagé.
Bien que l'équipage de maintenance du Saska 1 ait remplacé les réseaux de capteurs arrière supérieurs de l'Alcyon, ceux-ci étaient inopérants en raison d'un problème où l'ordinateur de navigation ne les reconnaissait pas. Donc l'équipage de l'Alcyon n'avait aucun moyen de savoir avec précision ce qui se trouvait à leur arrière supérieur, précisément là où se trouvait le Saska 1 à ce moment-là. L'équipage de l'Alcyon a mal calculé la taille de leur vaisseau, donc la plongée qu'ils avaient effectuée pour dégager le chemin pour que le Saska 1 puisse passer au-dessus d'eux en toute sécurité était insuffisante, et pour aggraver les choses, ils ont ensuite déplacé la barre à tribord avant de changer le ratio de mouvement entre les deux vaisseaux. Tous les objets, grands et petits, lorsqu'ils se trouvent dans un environnement libre, ont tendance à se regrouper les uns avec les autres. Cela se produit également dans l'eau, mais dans l'espace c'est encore plus évident. Alors que l'Alcyon tournait à droite et n'était pas assez loin sous le Saska 1, et que les deux boucliers avaient toujours les mêmes harmoniques de fréquence, la section de l'étrave du Saska 1 a rattrapé l'Alcyon, percutant la partie arrière de sa superstructure, causant des dommages graves à la coque dans cette zone. La section de l'étrave super renforcée du Saska 1 s'est enfoncée dans la superstructure arrière de l'Alcyon, la détruisant complètement, envoyant de gros débris flottants dans l'espace, et créant un événement de décompression dans l'Alcyon, qui a commencé à sceller la zone en utilisant ses portes pneumatiques entourant la zone endommagée, pour minimiser les dommages supplémentaires. Heureusement, personne n'était dans cette zone du vaisseau, sinon il ou elle aurait été instantanément tué. Comme leurs harmoniques de bouclier étaient toujours les mêmes. La collision s'est produite comme s'ils n'avaient pas de bouclier, car les vaisseaux doivent s'éloigner l'un de l'autre, assez loin, avant de changer leurs harmoniques de fréquence. Le capitaine Hummel du Saska 1 et son équipage ne pouvaient que regarder avec horreur, alors qu'ils voyaient l'Alcyon se diriger directement vers eux, ils ne pouvaient rien faire car des vaisseaux aussi grands ne s'arrêtent pas en un rien de temps. Alors que le Saska 1 a percuté l'Alcyon avec sa section d'étrave avant, qui est super renforcée et est probablement la partie la plus solide de tout vaisseau, le Saska 1 n'a subi aucun dommage. Le capitaine Hummel a envoyé une équipe d'inspection pour examiner la zone et ils n'ont trouvé que des éraflures, mais comme il le rapporte, la zone était déjà éraflée, donc aucun dommage n'a été signalé et rien n'a dû être fait au Saska 1, qui a continué à fonctionner normalement. En revanche, l'Alcyon a signalé des dommages graves et une perte d'une grande partie de sa superstructure arrière. Il a donc d'abord été envisagé que l'Alcyon devait revenir à Témère pour des réparations approfondies. L'équipage de maintenance de l'Alcyon et du Saska 1 ont immédiatement fait de leur mieux pour contenir le problème jusqu'à ce qu'il puisse être définitivement résolu. Comme les capitaines des deux vaisseaux se blâmaient mutuellement pour l'incident, j'ai dû ouvrir une réunion du conseil complet pour analyser la situation. Il a été constaté que le capitaine Goriel et l'équipage de l'Alcyon ne pouvaient pas calculer la distance précise jusqu'au Saska 1 en raison de ces réseaux de capteurs arrière supérieurs nouvellement installés mais inopérants, qui ont également été détruits dans l'incident. L'Alcyon aurait dû plonger beaucoup plus pour s'assurer que le Saska 1 pouvait les dépasser en toute sécurité avant de virer à tribord. En d'autres termes, ils ont bougé trop tôt. Il a été déterminé que le Saska 1 n'aurait pas pu faire grand-chose pour éviter l'incident. Bien qu'endommagé, l'Alcyon a continué ses tâches en orbite terrestre moyenne car il a été décidé de la réparer ici, évitant ainsi de devoir retourner à Témère. La semaine dernière, Sasketch, la jumelle du Saska 1, est arrivée avec une nouvelle superstructure arrière modulaire de remplacement pour l'Alcyon. Elle a été fabriquée dans les chantiers navals de Témère selon les spécifications fournies par l'équipage de l'Alcyon et du Saska 1. La nouvelle superstructure modulaire est arrivée en section et semi-démontée. Alors qu'elle arrivait, l'équipe de maintenance des trois vaisseaux, l'Alcyon, le Saska 1 et le Sasketch, a installé la nouvelle section sur l'Alcyon, qui est de retour en pleine capacité opérationnelle, bien que ses capteurs arrière supérieurs soient toujours inopérants en raison d'une panne inconnue. Je sais qu'Aneka de Témère a partagé des informations par l'intermédiaire de Cosmic Agency, concernant la poudre de titane polymorphe, qui peut réparer ou construire un navire entier par elle-même. C'est correct, mais en théorie, car en pratique, les vaisseaux spatiaux sont toujours construits avec des sections modulaires préfabriquées qui sont soudées ensemble, tout comme les navires de mer humains sont construits, puis ils sont recouverts de cette poudre de titane polymorphe, qui se solidifie ensuite. Le titane polymorphe peut se réparer lui-même après avoir subi des dommages, mais il y a aussi une limite à sa capacité. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.